Merci à tous de nous consacrer une heure. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Donc, on va parler aujourd'hui de RAG spécifiquement pour les éditeurs de logiciels. C'est pour ça qu'autour de la table, on a effectivement donc différents intervenants de solutions différentes. Et on va commencer par se présenter. Voilà, donc Agora Software, qui sommes-nous? Bien, nous sommes l'éditeur d'IA, partenaire des éditeurs. Cela fait maintenant 6 ans qu'on intervient sur le marché de l'IA et de l'IA conversationnelle en particulier. Alors, on accompagne nos clients éditeurs, notamment pour leur permettre d'accélérer leur roadmap IA en toute maîtrise. Et pour ce faire, on leur met à disposition donc des outils autour de l'IA sous la forme de notre plateforme SaaS, qui est une plateforme de production et d'exploitation de différentes fonctionnalités, alors d'IA conversationnelle, mais également de toutes les couches techniques qui doivent être mises en œuvre pour s'assurer que tout ça se fasse en conformité, en sécurité, avec de la traçabilité, etc. Et dépendamment effectivement des acteurs qu'on accompagne, eh bien, on propose un service d'accompagnement sur mesure sur les sujets à la fois fonctionnels et techniques. Nous avons plusieurs, par exemple, donc on vous a cité quelques références pour situer effectivement la diversité des usages. Nous avons le plaisir d'accompagner donc Talentia HCM, qui est une solution SIRH qui est présente au niveau européen. Nous travaillons également donc avec Orange Business autour d'une solution de gestion de réservation de ressources. Par ailleurs, donc, nous sommes intégrés à la solution Septéo Avocat, qui est un ERP verticalisé dédié aux avocats, comme son nom l'indique. Et enfin, nous travaillons en partenariat avec les équipes de Proginov. Proginov étant un multi-éditeur de solutions de type ERP, finance et SIRH. Donc Agora Software, je vous le disais, fondée il y a un peu plus de 6 ans maintenant par Thierry Gruneau, qui est notre CEO, Yann Torrent, qui est notre CTO, qu'on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Et moi-même. Et donc, si on vous parle de RAG aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, ça fait partie des projets qu'on a réalisés avec nos clients jusque-là. Donc, l'idée étant effectivement de vous partager un maximum d'éléments de notre retour d'expérience, mais aussi de vous inviter finalement à en faire de même. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous avez pu avancer sur des projets RAG par ailleurs ou IA d'ailleurs. Donc, n'hésitez surtout pas finalement à faire part de vos constats, vos interrogations, si vous en avez, etc. Pour décrire un tout petit peu effectivement cette plateforme dont on parlait précédemment. Cette plateforme, elle se veut adaptée en fait aux différentes modalités, aux différents projets d'IA qui peuvent être pertinents pour un éditeur. Donc, on a commencé typiquement, initialement, effectivement, on a commencé par plutôt des agents applicatifs, historiquement, on va dire. Voilà, c'est notre activité, c'est des projets qui ont toujours beaucoup de valeur pour les éditeurs. Et ces agents, en fait, ils vont permettre finalement aux utilisateurs de vos applications d'interagir en langage naturel directement avec vos applications pour réaliser des actions, pouvoir valider une commande, pouvoir demander à s'absenter du 18 au 24, etc. Tout ça sous forme conversationnelle et directement intégré aux applications des éditeurs partenaires d'Agora Software. Et là, l'objectif, c'est effectivement d'optimiser l'expérience utilisateur. De façon plus classique, il y a peut-être moins besoin de le décrire, mais on mène aussi des projets d'IA générative. L'idée, c'est d'aller chercher de la productivité pour les utilisateurs en leur permettant, depuis des applications comme les vôtres, finalement, d'aller générer, quand c'est pertinent, en fonction des parcours, des résumés, des traductions, etc. Enfin, du génératif, je pense que c'est à la limite ce qui est le plus connu, le plus populaire. Et puis, c'est le sujet du jour. Donc, on mène pour les éditeurs des projets RAG sur des documents ou des bases de données. L'idée là, c'est d'aller chercher effectivement un meilleur usage, une plus grande adoption finalement de la part des utilisateurs qui vont retrouver des réponses à toutes leurs questions depuis votre application. L'agenda du jour. Alors, on va essayer de passer un maximum de temps sur le sujet du jour, donc qui est la mise en œuvre d'un projet RAG, analyser tout le workflow, les étapes qui sont pertinentes, etc. Mais néanmoins, pour rentrer dans ce sujet qui est assez dense, un tout petit peu technique, on va commencer par passer en revue très rapidement les usages qui sont pertinents pour un éditeur. Donc là, même chose, on vous partage finalement l'étendue des cas qu'on a observés sur le marché. Les différents types de cas d'usage qui sont pertinents voilà, pour le RAG et qui apportent réellement de la valeur. On verra ensuite de la même façon, de façon un peu synthétique, mais
la façon dont on traite ce premier workflow qui est important pour le RAG, qui est le workflow du traitement d'une requête utilisateur. Et puis, on basculera sur l'atelier en lui-même, où on analysera là le deuxième workflow qu'on vous propose d'analyser aujourd'hui, mais qui est en fait la création du projet RAG, la façon dont on va venir identifier les ressources nécessaires, les traiter, les analyser, les indexer, etc., pour qu'elles puissent être par la suite donc mises à disposition des utilisateurs dans un projet. Puis ensuite, on fera une rapide synthèse voilà, à la lumière des remarques qui auront été faites aujourd'hui. Donc, encore une fois, n'hésitez vraiment pas, voilà, si vous avez voilà, des questions ou même des choses sur lesquelles vous êtes en désaccord, je pense que tout le monde sera preneur autour de la table. Encore une fois, voilà, au regard des projets que l'on a conduits spécifiquement pour les éditeurs, on retrouve finalement 4 grands cas d'usage, voilà, 4 cas d'usage un peu méta, on va dire, autour du RAG, qui apportent de la valeur et qui sont pertinents pour un éditeur qui intégrerait donc de l'IA à son application dans le cadre de projets RAG. On va tout d'abord retrouver en fait des projets RAG autour de la gestion de la connaissance métier. Donc typiquement, ici l'objectif c'est de venir ajouter de la valeur, ajouter du service en proposant des connaissances qui sont relatives au métier supporté par votre application. Donc, on jette ici quelques exemples, mais après, je pense qu'on peut assez facilement transposer à vos différents cas. Mais typiquement, voilà, quand on est éditeur d'un CRM, il peut être tout à fait pertinent de se dire, on a tout un tas de choses qui sont rédigées sur les bonnes pratiques commerciales, et bien mettons-les à disposition de sorte à ce qu'un utilisateur puisse aller questionner la façon dont il va traiter, par exemple, ses opportunités. Il est en bas de même, voilà, pour un ERP, on pourrait mettre à disposition là plutôt des contrats, des fiches fournisseurs, enfin, on peut aller voilà, des fiches articles, etc., qui vont pouvoir être interrogées en conversationnel. Et autre exemple, en finance, par exemple, il peut s'agir de standards de reporting ou de règles comptables que l'utilisateur va pouvoir aller interroger voilà, de façon naturelle pour réaliser voilà, son métier, accomplir sa mission. Donc là, le bénéfice, vous l'aurez compris, c'est vraiment l'augmentation de la valeur perçue de la solution, puisqu'elle accompagne le processus métier dans la connaissance au-delà de l'outil qui est déjà présent, puisque c'est ce que proposent de facto vos applications. On a un deuxième grand cas d'usage qui est plutôt l'articulation de projets RAG autour de connaissances produits, donc au sens logiciel, hein, vos logiciels, vos applications. Donc là, l'enjeu, c'est de venir capitaliser finalement sur les efforts de documentaire que vous avez faits autour de vos applications et de veiller à les diffuser encore davantage grâce à des conversations. Donc, on va retrouver typiquement des fiches produits, des supports de formation, des bonnes pratiques, des annonces d'ailleurs qui viennent rythmer le cycle de vie de vos produits. Le bénéfice pour vous et pour vos utilisateurs ici, il est finalement d'aller chercher à faciliter l'onboarding, développer l'adoption, l'usage de vos applications. Et il s'agit finalement de tirer tout le bénéfice de tous ces manuels qui sont écrits et qu'on a parfois du mal à aller creuser, fouiller et décortiquer pour aller chercher la bonne information dont on a besoin quand on est utilisateur. On va retrouver ensuite donc des projets RAG autour des connaissances clients. Donc ça, c'est le troisième cas. Donc là, ce qui est recherché, c'est finalement de permettre aux utilisateurs de l'éditeur d'intégrer leur propre documentation métier. Donc là, il peut s'agir de procédures, de connaissances propres à l'activité des clients, donc qui sont différentes finalement des connaissances de l'éditeur et des connaissances standards des process métiers. L'idée, c'est d'aller chercher de l'usage là pour les utilisateurs, l'usage dans votre application directement. Finalement, c'est votre application qui devient le point d'entrée des utilisateurs, y compris pour la gestion des connaissances de leur entreprise. Alors, ce cas, il est particulièrement adapté aux solutions qui embarquent de la GED, mais pas que. Voilà. Et finalement, c'est ça aussi un cas qu'on identifie assez souvent comme une possibilité d'aller développer une offre spécifique auprès des clients. Donc là, on a parlé beaucoup de cas de RAG voilà, qui se nourrissent finalement de connaissances. Ces connaissances, on va les qualifier de tièdes ou de froides parce que finalement, une documentation, quand elle est écrite, une fiche produit, quand elle est rédigée, elle a pour vocation à durer. Alors certes, on peut peut-être la renouveler une fois par an ou tous les 5 ans parce qu'il y a des règles qui ont changé, etc. Mais c'est de la matière pardon, qui vise plutôt à durer dans le temps.
Et par opposition, voilà, un projet RAG, ça se prête assez bien également à de la matière qui est plutôt vivante ou plutôt chaude, c'est-à-dire à des choses qui sont contenues dans des bases de données. Donc là, c'est véritablement donc permettre aux utilisateurs de formuler des interrogations en langage naturel directement dans les données de l'application, dans les données de vos clients, voilà, que vos clients exploitent grâce à vos applications. Donc, vous l'aurez compris ici, l'intérêt là, c'est d'aller chercher vraiment de la donnée qui va être récente, qui va être mouvante, de façon assez rapide, donc pour aller interroger directement un stock disponible ou des ressources qui sont disponibles, connaître le solde d'un compte client. Alors, on n'a pas besoin que ce soit à la seconde, c'est peut-être le solde de la veille qui suffit, mais voilà, on a besoin que ce soit vivant quand même, parce que s'il y a eu par exemple un paiement la veille, c'est important de l'intégrer. Pour des ERP par exemple, où on va avoir un peu plus d'assemblage, etc., bien souvent on va notifier, on va spécifier dans la base de données la compatibilité des pièces, je ne sais pas moi, des dimensions, des choses de style, des caractéristiques techniques. Et bien là, pareil, l'utilisateur il va pouvoir à la volée interroger toutes ces données directement conversationnelles. Donc voici les quatre grands usages, 4 usages un peu méta, voilà, et qu'on adapte évidemment fonction de l'application concernée. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Hein. Donc maintenant qu'on a posé ces éléments sur l'usage finalement, à quoi ça peut servir, comment ça peut s'appliquer, etc., ce qu'on vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet du RAG en commençant par analyser la façon, enfin décortiquer la façon dont s'articule une requête. Donc là, on l'a ultra schématisé encore une fois, hein, puisque on va y passer assez rapidement, mais il y a quelques notions qui sont importantes à fixer d'ailleurs finalement avant qu'on regarde la façon dont on constitue un projet RAG. Et donc, on va suivre justement ce traitement d'une requête utilisateur. Donc, l'utilisateur, il est matérialisé ici à gauche, en haut, voilà. Finalement, cette requête, elle va passer par un processus de traitement de la demande, de formulation de la demande, pardon, de traitement ensuite, et enfin de formulation de la réponse. Donc, ce qui est crucial, et c'est ce qu'on observe effectivement dans les projets qu'on mène avec les éditeurs, c'est qu'effectivement, là, on n'est pas dans un projet RAG entreprise, finalement, où on va vouloir mettre à disposition des connaissances dans un environnement qui est clos. C'est que vous allez avoir, en fait, finalement, une multitude de clients qui vont avoir eux-mêmes leurs utilisateurs avec une notion de gestion des droits, des rôles, etc., qui peut être assez poussée pour tout un tas de bonnes raisons. Et donc, la première chose, effectivement, qui nous semble indispensable lorsque on traite des projets RAG, c'est de se pencher sur la façon dont on va authentifier l'utilisateur, qui il est, quels sont les droits qui lui sont accordés, pour quelle entreprise il utilise finalement votre application, etc. Donc ça, c'est une première étape qui est indispensable dans le cadre d'un projet RAG, puisqu'encore une fois, il y a cette notion de gestion des droits et des accès qui peut être très différente dépendamment de la matière, encore une fois, à laquelle vous donnez accès. On a parlé des données, par exemple. Eh bien, on pourrait penser qu'un utilisateur, par exemple, n'a pas le droit d'aller interroger les niveaux de stock, alors qu'un autre, c'est vital ou essentiel à la réalisation de ses missions. Donc, typiquement, cette authentification, elle va permettre justement une articulation assez fine, une gestion fine également conversationnelle, voilà, en s'adossant aux droits et rôles qui sont existants dans votre application. Deuxième élément, il y a le contexte. Le contexte de l'utilisateur, au-delà de son authentification, il y a le fait qu'il travaille pour une entreprise qui intervient peut-être sur un secteur d'activité spécifique, qui a peut-être des localisations spécifiques, qui a un effectif donné, etc. L'objectif étant, avec des projets RAG chez les éditeurs, d'apporter la meilleure expérience possible, venir enrichir finalement ce contexte utilisateur pour permettre d'adapter au mieux, de personnaliser au mieux la façon dont la recherche va se traiter et la réponse va être formulée, eh bien c'est essentiel. Typiquement, si je suis utilisatrice dans un système RH et que j'ai des questions sur mon entreprise, sur la gestion de charges ou des échéances, etc., eh bien, la réponse, elle peut être différente dépendamment de l'effectif. Donc, si j'arrive en m'authentifiant, en me connectant finalement avec également cette notion d'effectif, eh bien, ça va permettre de spécifier la réponse qui sera faite. Alors après, encore une fois, tout ça, ça se transpose aux différents cas, etc., que vous pourriez avoir. Et enfin, il va y avoir la requête en elle-même, c'est-à-dire que moi, utilisatrice, je vais venir poser ma question, je ne sais pas quelles sont les règles de validation des achats, enfin, quel est le seuil de signature, etc., si je suis sur un processus de purchase order, enfin de demande d'achat, pardon.
eh bien, cette requête de l'utilisateur, elle va finalement se faire en langage naturel. Donc là, même chose, hein, il commence à y avoir beaucoup de littérature sur le sujet, mais je vais peut-être être très verbeuse, très polie, bonjour, j'aurais besoin de savoir, etc. Ce qui est très bien et ce qui doit être interprété et compréhensible. Néanmoins, il y a une première étape donc, dans cette requête, dans ce traitement de la requête, qui va consister finalement à venir, voilà, peut-être la comprendre, certes, mais après, effectivement, la simplifier pour aller s'assurer qu'on capte bien voilà, l'essence même de la question et qu'on va correctement traiter la recherche associée. Donc, justement, pour en revenir au traitement, donc, moi, j'ai posé ma question sur une règle, etc., voilà, pour laquelle j'ai besoin de connaître la réponse. J'ai peut-être préalablement posé d'autres questions et je suis dans une conversation un peu comme voilà, vous et moi, on peut échanger et je vais, voilà, fonction de mes requêtes, donner des informations qui vont être parcellaires. Je vais revenir en mode conversationnel, etc. Donc, même chose, essentielle, et ça, on l'a vu sur tous les projets qu'on a menés, ça améliore mais drastiquement l'expérience, d'être capable de traiter l'historique et d'analyser dans l'historique finalement ce qui doit être conservé ou non pour répondre voilà, à la question, à la nouvelle requête finalement de l'utilisateur. Donc, identifier s'il y a eu, je ne sais pas moi, une période mentionnée, identifier si on a parlé d'un client ou d'un fournisseur spécifique, d'un employé, etc., pour le conserver pour le traitement de la requête suivante. Il y a une étape dans le traitement qui est également voilà, essentielle, qui est l'étape de ce qu'on appelle de routage sémantique, c'est finalement d'aller analyser la requête de l'utilisateur. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle demande? J'ai posé une question sur un niveau de stock et puis ensuite je bascule complètement et je pose une question sur une fiche client, par exemple. Et bien d'être capable de dire cette nouvelle requête, il s'agit vraiment d'une recherche qui va être différente et qu'il va falloir faire de façon différente, finalement en faisant fi du contexte et de l'historique. Donc ça, c'est une façon d'analyser effectivement la façon dont la conversation va s'enchaîner. Et de la même façon, le routage sémantique, il va permettre de traiter des cas, alors du X, on ne va pas tous les citer, mais pour donner un exemple qui est un peu simple, je reviens sur ce sujet de la politesse. Bien souvent, un utilisateur il va avoir tendance à dire à la fin, bah, merci. Alors, il y a deux écoles, les gens qui disent pas merci et d'autres qui disent merci, mais il n'y a pas de bon comportement, c'est juste que c'est ce qui existe. Et typiquement, quand un utilisateur arrive comme ça sur des phrases qui finalement sont un peu synonymes de fin de conversation, j'ai obtenu ce que je voulais, voilà, je m'acquitte, etc. Eh bien, là, on peut effectivement, grâce au routage sémantique, définir le comportement. Est-ce qu'on veut tout de même répondre à l'utilisateur avec une formulation polie du type n'hésitez pas à me solliciter si vous avez un autre besoin, par exemple, ou au contraire se dire non, voilà, ça marque la fin de la conversation, on ne va pas générer de l'usage des tokens, que sais-je, etc., supplémentaires quand on arrive en fin. Il y a le sujet des insultes ou des comportements qui ne sont pas propres, voilà, etc., qui permettent, voilà, le routage va permettre de détecter ce type d'interaction pour mettre fin à la conversation, par exemple. Et enfin, donc on revient sur cette fameuse reformulation, c'est-à-dire que finalement, on a récupéré la requête de l'utilisateur, on a connaissance de son historique, on sait finalement de quel type de requête il s'agit, nouvelle recherche, complément de la recherche précédente, fin de conversation, que sais-je, etc. Bien là, on va passer effectivement à une standardisation complète de la requête, puisqu'en fait, on va venir supprimer voilà, tout ce qui peut être plutôt tenir du style ou de la formulation, etc. Ajouter tous les éléments de l'historique qui sont pertinents pour cette nouvelle requête et effectivement s'assurer que on va sur le bon hauteur. Donc, il y a un processus voilà, de reformulation de la requête utilisateur qui va se refaire en anglais. Alors pourquoi en anglais? Parce que les LLM et les modèles d'embedding sur lesquels on reviendra juste après, ils sont beaucoup plus performants en anglais, ils ont été entraînés en anglais. Et le fait de le restandardiser en anglais, eh bien, ça va permettre de s'assurer d'une recherche efficace, pertinente pour l'utilisateur. Une fois que la reformulation voilà, est formulée et qu'on peut finalement l'exploiter pour le processus de recherche, eh bien, on va commencer à traiter la réponse. Alors tout ça, c'est décomposé, évidemment, ça se passe en quelques millisecondes ou secondes, dépendamment de l'étape. Mais ce qui est essentiel, c'est bien comprendre effectivement voilà, que ces différentes étapes, elles vont permettre de s'assurer, encore une fois, de la pertinence de la recherche, de la bonne rédaction, de la bonne compréhension, etc., pour un traitement qui est efficace.
et qui est probant pour l'utilisateur, parce qu'à la fin, voilà, ce qu'on cherche, c'est que l'utilisateur soit satisfait de sa recherche. Donc, cette recherche, elle va se faire sur la base de la reformulation qui va être en fait vectorisée. Donc, une recherche dans le cadre d'un projet RAG, en fait, ça revient à une comparaison de vecteurs, c'est-à-dire que préalablement, et on le verra juste après dans l'atelier, l'ensemble des connaissances et des données qui ont été mises en œuvre dans le projet sont vectorisées de différentes façons et on vient comparer finalement le vecteur qui correspond à la requête de l'utilisateur au vecteur existant dans la base de connaissances et de données exploitées pour le RAG pour s'assurer qu'on va retrouver les X réponses. Alors, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, dépendamment de la dimension de votre projet RAG, qui vont être pertinents, effectivement, pour permettre de répondre, d'adresser correctement la requête de l'utilisateur. On va ensuite passer par un processus de sélection. Voilà, quels sont les bons éléments à conserver finalement pour formuler la réponse. Et après cette étape de sélection, eh bien, on va venir rédiger une réponse. C'est peut-être l'étape qui est la plus évidente, encore une fois, avec les LLM qui sont bien connus maintenant, y compris en public, pour pouvoir donc adresser une réponse en conversationnel donc, à l'utilisateur. Ce traitement de la réponse, finalement, il s'arrête idéalement un peu après, c'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur a reçu sa réponse, une étape qui est déterminante, et ça on le voit, même chose dans tous les projets sur lesquels on intervient, c'est de permettre à l'utilisateur de formuler un retour, un feedback. Oui, j'ai eu ma réponse, non, c'était pas satisfaisant, ou j'ai l'impression qu'il y a une confusion des sujets, peu importe, etc. Ces feedbacks, ils sont essentiels parce que tout projet RAG passe également par une étape, je veux dire, de calibrage ou de démarrage, même s'il y a eu beaucoup de recettes de fait, etc. Comme on traite ici de langage naturel et que on a chacun des façons très différentes d'apprendre une application, les connaissances relatives, etc. Extrêmement important de permettre à vos utilisateurs de vous donner leur retour afin de vous permettre effectivement de mesurer un peu la satisfaction, mais aussi corriger ce qui nécessiterait de l'être en cours de route. Donc voilà pour très rapidement encore une fois, là, on n'a pas été très technique et l'idée c'était vraiment de décortiquer la façon dont est traitée une requête. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à l'atelier. Je ne sais pas si avant qu'on bascule, il y a spécifiquement des questions ou des remarques de votre part. N'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole ou lever la main comme vous voulez, avant qu'on passe effectivement sur la partie atelier. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur les données qu'on peut mettre dans un RAG? On vous a donné tous les exemples de cas d'usage, mais voilà, est-ce qu'il y a des contraintes de taille, de format, des choses comme ça qu'il faut qu'on connaisse avant de rentrer dans le côté atelier? C'est ma première question. Taille ou format, alors ça, je laisserai plutôt à Yann le soin de répondre. Après, il y a vraiment une question, en fait, plutôt je dirais, sur la donnée, pour commencer par là, finalement, de pertinence, si je puis dire. C'est-à-dire s'assurer effectivement que, malheureusement ou heureusement, pas malheureusement, du moins tout court, bien souvent, il peut y avoir des fiches qui sont incomplètes, il peut y avoir des transactions qu'on n'a pas enregistrées, il peut y avoir, il y a un cas très fréquent qu'on peut avoir, par exemple, sur des tickets de support ou des choses de ce type, où on sait que la qualité, elle est parfois un peu inégale. Je dirais ça comme ça dans les enregistrements. Donc, il y a probablement un processus un peu en post-traitement, finalement, de se dire, voilà, ça, c'est de la donnée qui est fiable, à jour, sanctuarisée, je ne sais pas, en tout cas contrôlée, et qu'il est pertinent d'ajouter dans le projet RAG. Alors, ça passe peut-être par le fait de se dire, j'en sais rien, voilà, des fiches produits qui ne seraient pas complètes, on décide que ça ne s'intègre pas, etc. Parce qu'après, il y a la modalité technique d'intégration de la base de données. Mais ça me paraît être un premier point de vigilance. Après, pour ce qui est de la taille et des formats, Yann, je te laisse probablement répondre. Alors, les formats sur des projets RAG classiques, aujourd'hui, on supporte tout ce qui est fichier, doc, PDF, PowerPoint, texte, Markdown, voilà, et éventuellement même des URL, si c'est des données qui sont accessibles depuis un extranet ou un intranet. Ça, c'est sur le format. Le tout étant de le transformer en Markdown pour après être exploitable et après pour qu'on puisse aussi montrer à l'utilisateur les sources et pour qu'il puisse les voir dans son bot directement dans un format qui soit clair et bien indenté, etc. Voilà. Sur le volume de données, il n'y a pas forcément de contraintes, on va le voir après. Marie va vous montrer comment ça se passe, parce qu'en fait, on fait des découpages basés sur justement la structure des documents.
on fait des découpages, le chunk, on fait du chunking par rapport du coup à des découpages plutôt sémantiques par rapport à des thèmes ou des chapitres ou des sections. Et si c'est des documents qui sont très gros, bah, il y aura beaucoup de chunks. Le seul truc, c'est quand plus on met de documents, plus on a des chances d'avoir des informations qui sont contradictoires. C'est comme ça statistiquement. Et c'est surtout ça qu'il faut vérifier, c'est-à-dire c'est vérifier que la cohérence des documents entre eux, parce que si vous mettez dans un projet RAG une information et son contraire, il y a de fortes chances que le bot après réponde n'importe quoi. Donc il faut faire attention à la cohérence des données plus que voilà. Donc là, plus on met de la quantité, souvent ça dégrade la qualité. Donc voilà, il faut trouver le bon curseur. Super, merci. Après, j'avais une question sur les données chaudes, mais peut-être que si dans l'atelier on en reparle, peut-être qu'on verra tout à l'heure. Mais on va J'étais pas surpris reparler de de voir données le. chaudes. Donc D'accord. vas-y, Ok, posez voilà, vos peut-être questions. la petite question là, si c'est pas trop détaillé. J'étais surpris justement de voir des données jugées chaudes dans le RAG, dans l'approche. Je savais pas que c'était adapté. Du coup, pareil, est-ce qu'il y a des sortes de contraintes, limitations? Est-ce que ces données vraiment quasi temps réel? Est-ce que ça reste pertinent ou est-ce que c'est plutôt des données avec une durée de vie, je sais pas, 24 heures? Enfin, ouais, est-ce qu'il y a des bonnes Ouais. pratiques ou des contraintes comme ça à savoir? Ça dépend des projets. En fait, quand on dit données chaudes, on va dire plutôt tièdes que chaudes. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un cycle de vie de données et de mettre à disposition à l'éditeur en fait une API qui permettra d'automatiquement, au travers un cron qui passerait toutes les nuits ou une fois par semaine, ça va dépendre de la typologie du projet, des éléments et c'est très adapté par exemple si vous voulez faire du RAG sur des supports, pour faire du support avec des bases de données de support de tickets. Et ben là, effectivement, peut-être une fois par jour, ou enfin selon le cycle, selon l'activité du support, vous pouvez envoyer vos tickets avec les réponses, donc dans un format structuré, qui sera récupéré sur la plateforme et après traité comme un projet RAG avec une gestion de cycle de vie qui sera un peu différent de données documentaires, hein, forcément. Mais oui, ça fonctionne bien. Et l'intérêt aussi, c'est que ça normalise aussi le format de restitution à l'utilisateur qui pose la question au bot qui sera en gestion du support, parce qu'il aura en fait des informations qui seront nettoyées. Parce que en fait, sur l'exemple du support, c'est intéressant parce que dans le support, il y a souvent à boire et à manger. En termes de structure de documents, de données, ça peut être des mails très longs avec des signatures et tout un tas de trucs qui sont pas forcément utiles pour générer des réponses. Donc, là, à ce moment-là, on passe par un pré-processing et on va nettoyer quand on reçoit les tickets du support du client. En fait, on utilise un LLM qui va nettoyer, qui va condenser l'information et mettre dans un format qui soit lisible et compréhensible pour l'utilisateur. Et c'est ça qu'on va indexer dans la base de données RAG pour qu'après, quand l'utilisateur puisse vérifier les sources, il y ait quelque chose qui soit dans un format qui soit lisible et compréhensible. Et éviter tous les éléments de nom, prénom, d'adresse mail, etc., qui sont pas forcément non plus utiles et qui peuvent poser des problèmes de confidentialité. Super, ça marche, merci. Ok. Il me restera une question pour tout ce qui est la gestion des droits, mais je la poserai plus tard. Je ne vais pas monopoliser maintenant. Merci. Très bien, merci. Puis, on y reviendra avec grand plaisir. On va en parler un peu là dans le cadre de l'atelier. Donc, pour cette démonstration, alors, on a choisi un sujet qui était assez connu de tous, même si qui est le sujet de la réforme de la facturation électronique. Donc là, il s'agit d'un projet RAG qui s'articule autour d'une base de connaissances. Et en fait, on a utilisé la documentation émanant du ministère pour avoir quelque chose d'un peu simple et de public, bien sûr. Encore une fois, après, c'est des choses qui se transposent complètement à votre activité, à vos sujets. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, en vous disant, tiens, est-ce que ça pourrait se prêter pour ceci ou cela? On sera ravis d'échanger avec vous. Et je vais maintenant basculer sur un écran, un explorateur où vous devriez voir une conversation Teams. Pour réaliser cet atelier, alors on l'a fait à l'aide de notre plateforme parce que ça va permettre notamment d'illustrer justement les différentes étapes et de venir commenter ensemble la façon dont on procède. Donc ici, je me retrouve sur une conversation Teams, puisqu'effectivement, donc, un projet RAG qui va être un projet donc, conversationnel également pour vos utilisateurs, en fait, il peut avoir comme point d'entrée votre application si vous intégrez
Si vous avez un bot existant, si vous voulez intégrer une WebView, si vous avez un champ de recherche qui s'y prête, etc., et où les utilisateurs ont l'habitude d'aller. Mais il peut aussi, le point d'entrée peut être aussi un canal de communication sur lequel vos utilisateurs sont de façon courante, commune. L'idée là aussi, c'est d'aller chercher l'utilisateur là où il est, qui est le minimum d'effort pour lui et qui a un usage tout de même de votre application, de vos projets, etc. Donc là, on le fait sur un démonstrateur ici sur Teams, mais ça pourrait être sur, encore une fois, un chatbot intégré, pas Google, Slack, que sais-je, etc., dès lors qu'il y a une gestion du conversationnel. Donc, cette conversation, c'est le point d'entrée vers un projet RAG autour de la facturation électronique. Donc, on va par exemple poser une question un peu basique que je copie-colle pour aller plus vite. Quel est le calendrier de la réforme de la facturation électronique? Et là, effectivement, comme on est venu nourrir ce projet RAG des différents supports du ministère, eh bien, on va avoir une réponse qui s'est générée en suivant ce fameux workflow qu'on a vu tout à l'heure sur la page, sur une page précédente. On est allé chercher finalement, par comparaison de vecteurs, quelle était la réponse la plus probable, la plus probante, et la rédiger de façon correcte pour exploiter les données qui sont dans le fichier. Donc là, en tant qu'utilisateur, j'ai ma réponse. Comme je vous le disais, j'ai la possibilité de donner un feedback, mais j'ai aussi finalement la possibilité d'accéder aux références qui ont été utilisées pour formuler cette réponse. Donc ici, on va retrouver en fait les 3 chunks dont la recherche, qui sont ressortis à l'issue de la recherche, comme étant ceux les plus proches finalement de ma question. Alors un chunk, c'est quoi? On va y venir. Eh bien, c'est un segment de document, un segment, une portion de document qu'on est venu constituer, qu'on va constituer ensemble juste après, là, sur un exemple de document qu'on va ajouter au projet RAG. J'ai la possibilité en tant qu'utilisateur de venir consulter un peu plus en amont ce qui a été écrit dans le document, m'assurer que c'est bien ce que je recherchais, qu'on ne parle pas d'un sujet complètement différent, etc. Peut-être d'aller chercher un texte de loi, un document de référence, une URL, ça peut être aussi une URL qu'on affiche, etc. au besoin. Donc là, c'était pour présenter très rapidement le type d'interaction et puis comme matériellement ce que ça veut dire. Donc, je me rends sur la plateforme et donc, simplement pour commenter ici, donc, on va retrouver ici un store de connecteurs à partir duquel on va venir typiquement définir les différents canaux d'accès, parce que en tant qu'éditeur, vous avez peut-être justement besoin de différents canaux parce que vos clients sont eux-mêmes sur différentes solutions, certains sur Teams, d'autres sur Slack ou autre, ou encore une fois, sur votre application, auquel cas, là, il y aurait une application dédiée pour la partie WebView finalement intégrée à votre application. Et pour formuler, pour constituer ce projet RAG, on a la possibilité de venir connecter un ou plusieurs LLM. Donc là, la même chose, il y a ces connecteurs qui sont prêts à l'emploi et qui vont permettre finalement, qui vont être mobilisés autour d'un projet RAG. Donc ici, on va retrouver une vue conversationnelle qui est intégrée à la plateforme et qui permet de matérialiser encore une fois ce qu'on verrait dans le cas d'une WebView intégrée. Là, ce qui est très important, effectivement, alors je ne sais plus si j'ai un exemple récent, j'ai 2 exemples là, finalement, là, l'équivalent du RAG, ce qu'on a vu sur Teams, et puis ici un LLM. Le point là, c'est d'illustrer effectivement que dans le cadre d'un projet RAG, il y a un certain nombre de techniques à mettre en œuvre pour éviter aussi ce qu'on appellera du hors-sujet ou du hors-périmètre finalement. Si je demande quand a eu lieu la bataille de Verdun, ce n'est pas le sujet du jour, parce qu'on parle de facturation électronique, alors que le LLM, effectivement, je peux discuter et lui raconter tout un tas de choses si j'ai envie de poser des questions de culture générale ou complètement hors sujet, etc. Donc, très important également, dans le cadre du RAG, c'est de s'assurer effectivement qu'on arrive à spécifier les données qui sont exploitées et qu'on ne génère pas d'hallucinations et qu'on ne traite pas d'autres sujets. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille ici, donc, dans Studio de langage naturel, pour aller voir justement le fameux projet RAG qu'on décortique aujourd'hui. Alors, typiquement, on parle d'un projet RAG aujourd'hui qui sont les informations qui émanent du ministère, mais dans votre cas, vous, éditeur, vous pourriez avoir besoin, pour un tas de bonnes raisons, finalement, de mettre en œuvre différents projets RAG, soit parce qu'ils sont spécifiques dédiés à un ou des clients, soit parce que justement on va retrouver cette diversité de profils ou cette diversité de thématiques, de sujets. On va avoir des informations qui peuvent se contredire pour tout un tas de bonnes raisons, etc. Et donc effectivement, il est important d'identifier finalement, dès lors qu'il est nécessaire de créer peut-être différents projets RAG et de voir comment on les articule entre eux, à qui on donne accès, etc. Donc, on va aller sur le projet qui sert de démonstrateur aujourd'hui, qui sont les informations qui émanent du ministère.
Donc, dans ce projet, on va retrouver, alors, typiquement ici, donc des documents, des sources, des ressources qui ont été intégrées. Donc là, on n'est que sur du documentaire. Et donc, on va retrouver donc, des documents de type de celui-ci, là, qu'on va ajouter aujourd'hui ensemble, qui ont été intégrés. Donc, ces documents, ils ont été traités finalement pour pouvoir être intégrés au RAG. Donc, première étape, on est venu, comme vous le voyez ici, donc les découper sous forme de chunks, là, comme on le disait. Et ce que je vous propose, c'est qu'on vienne ajouter donc un nouveau document pour arriver finalement à cette même étape et commenter tout au long de la création. Donc, je vais aller chercher le document que j'ai mis à disposition, qui est ici. Donc, on commence par la création l'intégration d'une nouvelle ressource. Donc là, on le fait manuellement, je le précise, on le fait manuellement pour illustrer la façon dont ça se décortique. Évidemment, dès lors que vous avez un système de GED, etc., il y a des API, Yann vous en parlera beaucoup mieux que moi, qui permettent une intégration, une mise à jour, etc. Le but aujourd'hui, là, c'est vraiment d'analyser la façon dont c'est traité. Donc, première chose, effectivement, on va venir définir, pour le document qu'on va intégrer, une façon de venir le découper, le processer. Donc ici, là, je suis sur un document, j'ai mon navigateur qui n'est pas optimal, pardon. Là, il s'agit d'un document PDF que j'intègre, donc je choisis un splitter qui est adapté au PDF, au DocX. Donc là, encore une fois, les supports, ils peuvent être très variés. L'idéal, c'est effectivement de pouvoir partir de ce que vous avez, parce qu'on sait très bien que la documentation, elle peut être hétéroclite pour tout un tas de bonnes raisons. Ça pourrait être une URL également, d'ailleurs, en parenthèse. On va venir simplement modifier légèrement la façon dont on affiche la source, puisque c'est ce qu'on va retrouver, ce que l'utilisateur va retrouver finalement lorsqu'on lui propose les différents chunks qui ont permis de constituer la réponse. Ce document, effectivement, on va pouvoir lui assigner donc justement cette notion de gestion de profil ou de tag, pour une gestion des droits qui est assez matricielle finalement. C'est d'une part quel est le niveau qu'il peut avoir, parce qu'il est administrateur dédié à la paye, que sais-je, etc., avec des profils de sécurité qui peuvent être très, très différents. Et puis ensuite, parce qu'il peut y avoir une question d'accès à certains enregistrements ou pas, certaines typologies de documentation ou pas, certaines typologies de données ou pas. On peut rentrer un peu plus en finesse comme ça, en granularité, en gérant aussi des tags. Donc, pour constituer mes différents chunks à l'aide de mon splitter, je vais ensuite venir indiquer, j'ai la possibilité ici d'indiquer un nombre de tokens, qui est une directive, encore une fois, qui est une consigne qu'on lui donne. Ici, il s'agit de venir intégrer ce document-là, qui est constitué de 3 paragraphes, qui ne sont pas forcément très, très longs. Donc, je vais indiquer un nombre de tokens. Et ensuite, je vais venir soumettre mon document et procéder à cette première étape de découpage, de segmentation, de chunking. Le document est ici. On voit effectivement qu'il est en cours de traitement. C'est ça, il a été traité. Et donc, on a passé par cette première étape qui consiste à venir finalement analyser d'un point de vue sémantique, comme le disait Yann, finalement, le contenu du document, et venir le découper en des portions qui ne font pas exactement 400 tokens, vous le voyez. C'est-à-dire que là, le but, c'est pas de passer c'est pas un saucisson ou c'est pas des tranches de jambon, c'est plutôt de venir évaluer, de se dire, tiens, avec la consigne de 400 comme directive, est-ce que j'ai besoin d'en mettre un peu plus, un peu moins, effectivement, pour que j'extrais un chunk qui fait du sens. Donc là, on se retrouve avec 3 chunks, on a 3 paragraphes, on a 3 chunks, ça semble cohérent. À cette première étape, on est venu faire déjà plusieurs choses finalement déjà dans le traitement, au-delà de venir analyser sémantiquement et découper. On est venu constituer ce qu'on appelle un contexte de chunk, c'est-à-dire qu'on est venu ici créer cette en-tête là au document qui se trouve entre les tirés et qui vient préciser donc quel est le nom du document, comment s'appelait quel était le résumé de la section précédente et comment s'appelle le paragraphe qui est visé par le chunk. L'objectif ici, c'est de garder quand même cette cohérence de sens qu'on découpe pour pour optimiser la recherche. Mais l'idée, c'est quand même de conserver ce sens dans la documentation qui a été écrite. Donc, première étape, on est venu créer ce contexte. Deuxième étape, on est venu faire une sorte de super résumé de chacun des chunks en le matérialisant ici par un titre. Ici, on traite des obligations pour les entreprises françaises et étrangères en B2C et non assujetties. Voilà, ça, c'est le sujet du chunk. Et comme vous le voyez ici, on a, en général, quand c'est orange ou rouge, ça veut dire que ça ne va pas. On dirait que ce n'est pas terminé. Ici, on a le fait de dire, tiens, on n'a pas d'annotation encore sur ce document. Alors, justement, on va revenir aux annotations et expliquer en quoi ça consiste.
Donc maintenant que ce document a été découpé et pré-traité, eh bien, on va lancer ce qu'on appelle donc, ici l'indexation. Donc ce processus d'indexation, il va permettre en fait de faire plein de choses différentes. Premièrement, il va permettre de venir générer un résumé de chacun des chunks. Donc là, comme vous l'avez vu, sur chacun des chunks, on a le texte originel qui est extrait finalement de ce document qui est ici. Et même chose, les différents tests qu'on a pu faire sur le RAG nous ont permis de dire que le fait de venir générer un résumé qui, de la même façon, va être finalement allégé de tout ce qui peut être plus de la forme que du fond, tout ce qui peut être un peu redondant, etc., qui va être plus synthétique par définition, mais qui va être aussi reformulé en anglais pour les mêmes raisons que la recherche, c'est-à-dire qu'en anglais, ça sera mieux vectorisé, ça sera mieux interprété, etc. Donc, première étape de l'indexation, on va venir créer un résumé de ce chunk donc en anglais. Deuxième étape de l'indexation, on va venir créer ce qu'on appelle ici des annotations. Donc les annotations, il s'agit en fait de toutes les questions probables pour un utilisateur pour lesquelles les réponses sont contenues dans ce chunk. Donc ces annotations, elles sont créées, alors entre autres, encore une fois, l'idée c'est de bien insister sur toutes les réflexions, toutes les étapes qui sont pertinentes à chacune des étapes de la création. Les annotations, elles sont créées à l'aide d'un prompt qui est custom, qui est un peu simple ici, mais par lequel on va demander finalement à venir créer toutes les questions probables et probantes pour l'utilisateur. Donc là, on précise qu'on parle de facturation électronique. On lui dit qu'on veut toutes les questions en anglais sur la base du texte qui est écrit en français. On lui donne quelques exemples, etc. Donc, c'est un peu simpliste comme prompt, mais l'idée, c'est d'illustrer le fait que rajouter un prompt spécifique pour générer des annotations, c'est super pertinent parce que c'est ce qui permet d'aller chercher des annotations, encore une fois, qui vont être les plus proches possibles des questions effectives des utilisateurs. Alors, hop, ça y est, donc, pardon, je n'avais pas vu si ça, le traitement a abouti. Donc là, j'ai plus le sablier d'une part, et puis donc mon projet il est repassé en vert parce que tout a été indexé. Donc, comme vous le voyez, on a la génération des annotations qui s'est faite. Là, on a 14 annotations par chunk. Ces 14 annotations, donc, elles ont été constituées sur la base du chunk que vous aviez vu tout à l'heure, donc avec son contexte, son contenu, et du résumé du chunk qui s'est fait en anglais ici. Donc, le résumé a été généré et on est venu créer des annotations en anglais sur la base du contenu originel et du résumé, encore une fois, pour s'assurer finalement qu'on capte un maximum de sens et qu'on se rapproche au maximum des questions qui vont être celles des utilisateurs à la fin. C'est clair pour tout le monde ? Très clair, merci. Oui. Merci. Donc, à partir de là, effectivement, l'ensemble de ces données, elles vont être vectorisées. C'est-à-dire qu'on va passer par les embeddings pour venir finalement vectoriser le titre des chunks, le contenu, le résumé, les annotations. Et tout ça stocké effectivement dans une base de données vectorielle qui va être la ressource mobilisée ou utilisée finalement au moment de la recherche et du traitement du RAG. Donc, de la même façon, ici, on est venu réintégrer ensemble. Donc, Yann, je ne sais pas si tu avais d'autres commentaires à ce stade, n'hésite pas si tu as des choses à dire également. On est venu rajouter de la connaissance. Et donc, typiquement, on va pouvoir ensuite se dire, tiens, je vais pouvoir poser des questions différentes, peut-être sur le reporting, par exemple. Et de la même façon, alors après, ce n'est pas complètement magique, c'est-à-dire qu'il y a des ajustements. C'est-à-dire que finalement, est-ce que j'ai bien vectorisé? Est-ce que j'ai bien créé des annotations qui font du sens? Si je sais que cette nouvelle documentation que j'ai intégrée, elle contient des données sur le e-reporting, est-ce que j'ai bien effectivement une réponse à une question qui est un peu basique ou qui est peut-être un peu précise justement sur le e-reporting? Et là, maintenant, j'ai cette réponse qui fonctionne. Donc, de la même façon ici, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir dire non, ça ne me suffit pas, je veux quelque chose de plus développé. Et ça, pour vous, c'est de l'or. C'est très précieux parce que ça vous permet d'avoir vraiment des retours sur la façon dont vous devez calibrer votre documentation, les connaissances que vous mettez à disposition, votre RAG, la façon dont c'est généré, etc. Ou à l'inverse, effectivement, je suis contente, c'est exactement ce que je voulais savoir, parfait. Et tout ça, effectivement, c'est des retours que vous aurez. Donc, quand je dis c'est des retours que vous aurez, alors, même chose, je vous montre à l'aide de notre plateforme, mais vous aurez compris l'idée. Évidemment, tous ces échanges-là avec les utilisateurs, il est crucial de les garder en tant que log et de s'assurer effectivement du bon traitement, etc. Là, c'est une mine d'or en termes d'information.
C'est-à-dire que là, typiquement, sur la base de la démonstration un peu simple qu'on a faite ce matin, on va retrouver effectivement que l'utilisateur qui s'appelle Marie a posé ce type de questions. On va pouvoir retrouver tout un tas de données en fait sur la façon dont a été traitée la requête. Typiquement, voilà, le temps qu'il a fallu pour les différentes étapes, les chunks qui ont été retrouvés dans le cadre de la recherche, voilà, ce qu'on avait dans le contexte, etc. Enfin, voilà, on va retrouver, je ne fais pas toute la liste, mais on va retrouver vraiment énormément d'informations pour vous permettre de vous dire, oui, la requête a bien été traitée, oui, c'est probant, ou non, ça ne l'est pas, etc. La réponse qui a été faite à l'utilisateur, bien sûr. Le fait que la requête ait abouti, que la réponse ait abouti d'un point de vue technique, là, je ne dis pas que ça veut dire que la réponse est bonne, c'est juste que le message est bien passé. Et de la même façon, voilà, on va retrouver ici voilà, l'utilisateur qui a mis un commentaire, qui était d'accord, pas d'accord, qui a dit que c'était nul. Enfin, voilà. Et tout ça, effectivement, après, c'est exploitable. Enfin, en tout cas, nous, on vous encourage vivement à l'exploiter à des fins de suivi de qualité, d'amélioration de vos projets RAG, mais aussi après, à des fins simplement de statistiques sur vos projets RAG au sens large. Je suis désolé, si je pose trop de questions, vous me le dites. Non, c'est parfait, c'est fait pour. Je suis surpris de voir le nom de l'utilisateur qui remonte ici. Ça veut dire que si j'intègre la technologie, moi, éditeur, je suis capable de récupérer les noms de ceux qui ont posé des questions. Est-ce que j'ai des sujets de RGPD ou je ne sais pas quoi sur lesquels il faut que je fasse attention? Est-ce que c'est des choses qu'il faut... Alors, ça peut s'anonymiser. Là, effectivement, c'est pas le cas là, sur ce projet de démonstration. Le nom, en l'occurrence, il est remonté par Teams, ici, puisqu'on a choisi, dans le cadre de ce démonstrateur, d'utiliser le canal Teams pour interagir avec le bot. Et ça, en fait, c'est complètement. Ça va dépendre du projet et du niveau de confidentialité que vous souhaitez mettre sur votre projet. D'accord, ça marche. Mais c'est quelque chose, du coup, je pourrais paramétrer. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est des choses qu'on propose assez facilement. Ok, ça marche, merci. Et pour vous et pour nous d'ailleurs, on ne conserve pas non plus le nom des utilisateurs, etc. Voilà. Là, enfin, encore une fois, comme le disait Yann, c'est un démonstrateur, donc le but c'est d'avoir quelque chose. C'est assez simplifié, quoi. C'est mon point. Allez-y Pascal, je vois que vous avez une question. Oui, bon, merci beaucoup déjà, c'est absolument limpide et intéressant. Moi, j'ai une petite question autour du travail que vous avez fait là sur ce document. On est sur une thématique qui est déjà un périmètre, on va dire, étroit de la facturation électronique. On est sur un sujet qui a été bien déterminé. Là, vous avez travaillé sur un nouveau document que vous ajoutez à, j'imagine, un corpus documentaire qui existe déjà et vous venez, je dirais, enrichir la capacité de l'IA à répondre en ajoutant un nouveau document. Et on a l'impression comme ça que ça demande déjà pas mal de travail. Il y a un peu de travail manuel. Je comprends à la fois le fait qu'il faut illustrer dans la démo, et donc peut-être c'est pas représentatif de ce qui doit être fait. Ma question est la suivante. Comment est-ce que, si on se place dans un contexte où on a un corpus documentaire très large sur des sujets qui peuvent être relativement variés, c'est quoi l'approche pour finalement découper? Est-ce que vous placez du point de vue, j'ai cru comprendre, mais ça demande peut-être d'être spécifié du point de vue des personas, finalement, des gens qui vont poser des questions? Est-ce que vous pouvez placer du point de vue des thématiques qui vont être abordées, finalement, quels que soient les personas? Est-ce qu'il faut faire une matrice des deux? Et dans ce cas-là, ça commence à multiplier le nombre de cas possibles et ça devient, je pense, très compliqué à gérer. Donc comment finalement on découpe un peu les typologies de questions et du coup la façon de faire des chunks dans les documents? Est-ce que tout ça, ça doit être dans des matrices un peu complexes? Ça, c'est peut-être première question. Et deuxième chose, est-ce que vous avez des pistes pour automatiser la partie que vous nous avez montrée là, qui était manuelle, sur je pose des questions, finalement, ce découpage, cette rationalisation là autour des questions qui peuvent être posées fréquemment et qui permettent d'améliorer la nature des réponses. Est-ce que ça, c'est ce qu'il y a des pistes de réflexion autour de est-ce qu'une IA pourrait nous aider à faire ce travail aussi, finalement? Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Mais... Oui, bien sûr, il y a plusieurs choses. Alors, je vais bien commencer, Yann, tu complètes après, ça te va? Oui. Vas-y. Alors, première étape, il y a pas mal d'éléments de réponse dans votre question. En fait, la première étape, et quel que soit le projet d'IA, y compris pour du RAG, et ça vraiment, on insiste là-dessus avec tous nos clients, on passe par cette étape-là,
c'est effectivement de s'assurer qu'on a une bonne compréhension, qu'on appréhende bien finalement, encore une fois, le périmètre du projet. Donc de s'assurer qu'on a identifié voilà, s'il y avait des profils spécifiques, s'il y avait des cas particuliers, s'il y avait de la documentation ciblée, pas ciblée, etc. Et là, ça va s'articuler. Enfin, nous, en tout cas, notre accompagnement, il va porter exactement sur le fait de bien choisir à quel niveau on traite voilà, ces différents profils, ces différents segments. Donc, à la fois par la gestion de projets distincts, et ça, j'insiste, c'est très important. On peut avoir effectivement vraiment une grande utilité à distinguer des projets en disant ce type de client, il va accéder au projet 3 et 4, par exemple, voilà, et cet autre type de client va accéder au projet 4, 5, 6, parce que c'est pertinent, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment un travail d'analyse, on accompagne les éditeurs là-dessus, donc ça peut sembler vertigineux, mais en tout cas, ça, c'est une première étape. Deuxième chose, et j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, maintenant que j'y pense, nous, on encourage beaucoup les éditeurs à commencer sur un premier périmètre qui est assez restreint. L'idée étant, encore une fois, de se dire que tout ça, c'est bien nouveau, quoi qu'il en soit, hein, et qu'il faut vraiment, enfin, vous avez besoin d'être serein sur le fait que ça fonctionne, sur le fait qu'il n'y a pas de problème de gestion des droits, qu'il n'y a pas de, etc. Donc, commencez par un périmètre restreint en identifiant soit une niche, soit une thématique qui va être un peu générique, soit, etc. Et commencez par là pour déjà, finalement, appréhender ces différentes étapes qui, comment dirais-je, ont l'air comme ça. Alors là, on va vite, hein, on a 1 heure, donc on montre des profils, on montre des tags, on montre, etc. On ne va pas dans le détail. Mais finalement, une fois qu'on a compris c'est même pas la mécanique, c'est l'architecture. C'est ça mon point. Une fois qu'on a compris l'architecture qui était pertinente dans son cas, et bien après, ça, effectivement, ça se développe très vite. Enfin, en tout cas, ça se déroule très vite. On peut très vite passer à l'échelle, multiplier les projets, etc. On a finalement une structure comme ça qui est assez logique, qu'on arrive à décliner. Et donc, ce qui me fait venir au 3e point, qui est le fait de dire, voilà, de la même façon qu'on préconise de commencer sur un périmètre restreint, on préconise vraiment de démarrer par voilà, quelques documents, quelques projets, etc., de façon manuelle, encore une fois, le temps de s'approprier, encore une fois, tout ça. Mais évidemment, une fois qu'on a tout validé, et rien n'empêche d'ailleurs, on va en reparler, hein, le processus de test derrière, on continue, il est super important, mais une fois qu'on a validé voilà, une architecture dont on se dit elle fonctionne, etc., après, effectivement, là, il est possible de simplifier ce travail d'enrichissement de la base de connaissances de façon plus automatique. Et Yann, je te laisse expliquer comment ça fonctionne peut-être. Déjà, ce qu'a fait Marie, l'upload d'un document, il y a beaucoup de choses qui sont automatiques sur cette partie-là, la génération des annotations, la génération des résumés, etc. Enfin, tout ça, on utilise déjà l'IA pour pouvoir faciliter l'intégration. On a peut-être un peu passé un petit peu vite là-dessus, mais bon, voilà. On génère déjà de manière automatique des données synthétiques qui sont utilisées pour faciliter l'indexation et générer ces fameux vecteurs pour pouvoir faire en sorte que le RAG fonctionne correctement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement tout ce qu'on a sur l'interface sur la console d'administration d'Agora est APIisé. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait manuellement, on peut le faire au travers des différentes API qu'on peut automatiquement intégrer à une GED ou à un système documentaire externe pour pouvoir effectivement pousser dans un projet RAG automatiquement certains types de fichiers sur un workflow particulier de validation, éventuellement, si ça devrait nécessiter des validations préalables. Mais ce genre de choses, c'est des choses qu'on sait mettre en œuvre et c'est de base prévu par notre solution. Donc après, ça nécessite de faire une intégration avec nos API, c'est du reste, c'est pas très compliqué. Et voilà. Et après, vous pouvez automatiquement mettre en place vos workflows d'upload de documents. Merci beaucoup. Le temps a filé, donc je vous propose qu'on bascule sur la présentation. Et encore une fois, n'hésitez pas, voilà, s'il y a des choses sur lesquelles on est allé trop vite, vous avez des questions, etc., on est là pour ça. Donc, voilà, merci de votre attention pendant la présentation et puis merci pour toutes vos questions. Ça enrichit pas mal finalement ce qu'on se dit. En synthèse, peut-être, voilà, à se dire. Finalement, voilà, le fait de démarrer un projet RAG pour un éditeur, c'est une façon assez simple de démarrer avec l'intégration d'IA. C'est assez facile à initier et à maintenir. En général, vous connaissez bien la matière, etc. Et les usages, bien, même si vous les découvrez, encore une fois, la plateforme a été pensée, si ce n'est pas Agora, en tout cas, voilà,
point de vigilance pour vous, veillez à concevoir quelque chose qui va être facile à maintenir et à faire évoluer. Il y a une certaine rapidité de mise en œuvre, notamment parce que bien souvent, en fait, les documents, ils existent. Enfin, vous avez déjà de la documentation existante, il n'y a pas besoin de tout rédiger, etc. Il y a forcément quelque chose qui existe pour démarrer. Idem pour les données, vous pouvez forcément identifier quelque chose. Voilà, c'est critique, les niveaux de stock. C'est les niveaux de stock par lesquels on va commencer, par exemple. C'est une réelle opportunité également, parce que ça va vous permettre effectivement d'ajouter de la valeur à vos offres. Et nous, c'est vraiment ce qu'on constate chez nos clients et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire sur les cas d'usage qu'on vous a présentés. Et enfin, effectivement, donc, au-delà de l'initiation et du maintien, c'est des périmètres qui peuvent évoluer assez rapidement, sans trop de développement, puisqu'une fois que vous avez choisi finalement votre base de données vectorielle, votre plateforme, etc., la techno qui l'accompagne, et bien après, il ne s'agit que de répliquer une fois que vous avez effectivement défini la bonne architecture, etc. Donc ça, chez un éditeur, c'est assez précieux, puisque les périmètres peuvent évoluer rapidement, les besoins peuvent évoluer rapidement pour tout un tas de raisons. Donc au-delà de ça, les points de vigilance qu'on tient à mettre en avant, effectivement, on en a un tout petit peu parlé pendant la présentation, mais il y a vraiment cette notion de qualité des données. Alors, même chose, il y a des opérations de pré-traitement qui peuvent s'automatiser avec de l'IA, il y a plein de choses, etc. Et si vous aviez des questions là-dessus, n'hésitez pas, on sera disponible, bien évidemment, pour en discuter avec vous avec grand plaisir. Mais qualité de données, c'est indispensable parce qu'on ne peut pas s'attendre à avoir une recherche et donc une réponse satisfaisante si les données ne sont pas conformes, exploitables, compréhensibles d'un être humain, etc., pour illustrer de façon un peu simple. Autre point de vigilance extrêmement important pour un éditeur, c'est le besoin d'autonomie. C'est-à-dire que nous, on a bien conscience que vous avez vos propres équipes de développeurs, d'ingénieurs, peut-être même équipes d'IA d'ailleurs intégrées, etc., et que, quelle que soit encore une fois la techno que vous retenez, le point pour vous, c'est qu'il va falloir que vous soyez capable effectivement de monitorer, faire évoluer, etc., sans qu'à chaque fois ce soit de nouveaux développements. On le dit aussi encore une fois au regard de certains échanges avec des clients qui se sont retrouvés un peu prisonniers finalement de développement continu sur l'IA, etc. Troisième point, c'est et on espère l'avoir illustré, même si c'était un peu fastidieux, mais il faut bien comprendre que pour le RAG, il y a plein d'étapes différentes, il y a plein de technologies ou de méthodes qui sont mises en œuvre, et bien les comprendre, bien les maîtriser, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous dire à la fin, les réponses seront correctes, ça sera satisfaisant pour l'utilisateur, etc. La qualité des réponses, elle dépend vraiment de toutes ces différentes étapes que vous devez maîtriser. Et dernier point, effectivement, alors notamment en phase de lancement, mais également par la suite, nous, on vous encourage vivement à réaliser un suivi de la qualité des réponses. Alors, suivi de la qualité des réponses, ça peut se faire de différentes manières. Il y a le fait de mener des tests unitaires, il y a le fait de suivre des indicateurs. Donc, nous, on a beaucoup avancé sur ces sujets d'indicateurs, parce que c'est vrai que souvent, les projets d'IA se font, entre guillemets, un peu sans mesure de résultats. Donc, même chose dans des conversations dédiées, on est tout à fait disponible si vous avez besoin de vous dire, comment je pourrais mesurer que ça fonctionne. Et troisièmement, effectivement, pour le suivi de la qualité, il y a les feedbacks. On l'a illustré très rapidement ici, mais dans la vraie vie, le retour des utilisateurs, encore une fois, il est indispensable pour vous assurer que les projets RAG que vous avez mis en œuvre vont être utilisés, vont être satisfaisants, vont apporter de la valeur, etc. Juste sur l'autonomie, je voudrais rajouter une chose. Le LLM, par défaut, nous déployons des LLM sur nos serveurs. Mais ça peut être aussi un LLM qui peut être déployé chez vous, ou sur Azure, ou enfin où vous voulez. On est agnostique sur ça. Et la base de données vectorielle, pareil, base de données tout court, elle peut être hébergée chez vous ou chez un prestataire. Donc, c'est pour savoir où sont stockées les données, comment on peut les utiliser, etc. Ça peut être, c'est des choses, on fonctionne en mode hybride, donc ça fait partie des fonctionnalités proposées par la plateforme. Désolé, c'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Là, est-ce que vous avez des cas d'usage en mode installé chez le client, logiciel à la papa, ce qui est encore un peu notre cas, par exemple, de temps en temps? Alors, on-premise, vous voulez dire? Ouais, on-premise. C'est une bonne question. C'est compliqué de faire du on-premise complètement, mais c'est possible. Ça coûtera forcément plus cher parce que si on déploie des LLM. Non, mais on est sur des clients qui pourraient
dépenser un peu de sous sur le sujet, bien sûr. Ouais, mais, ben alors, il n'y a pas de souci. En fait, c'est qu'une question financière parce que techniquement, après, il faut qu'on regarde des histoires de flux pour savoir comment on accède à quoi. Mais en tout cas, nous, notre plateforme, elle est prévue pour fonctionner dans des modèles hybrides comme ça. Donc, faut regarder dans le détail. Le diable se cache dans le Ouais, détail. bien sûr. Mais c'est possible potentiellement. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien, merci. Ophélie. Écoutez, Ophélie, allez-y, pardon. Oui, juste je vais mettre ma caméra du coup. Juste une petite question rapide, justement par rapport à ce point de vigilance que vous avez mentionné sur la qualité des données. Et ce que vous avez énoncé aussi plus tôt par rapport au fait que de donner des informations qui vont être contradictoires peut générer finalement une réponse qui va être arbitrairement sélectionnée. Ouais. Pourtant, dans certains cas d'usage, on peut avoir la volonté d'avoir une vision synthétique d'une information, peut-être Ah oui. extraire une information consensus avec une fiabilité qui va être associée, et aussi peut-être fournir des sources de données qui vont être de qualité aussi hétérogène, et Oui. peut-être où l'information contenue peut être qualifiée de différentes manières, donc plus ou moins fiable aussi. Je pense notamment à tout ce qui va être relation de causalité versus relation de corrélation, etc. Et donc, à quel point finalement c'est quelque chose qui peut être faisable? Est-ce qu'on a une vision là-dessus? C'est une bonne question. Ouais, il y a plein de questions dans une question. Oui. Alors, si c'est vraiment des données qui sont en contradiction, mais pas de bol, c'est en contradiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas, on part du principe qu'il n'y a pas forcément de raison. Je pars du principe simple. Là, c'est ça qu'il faut éviter ou essayer de segmenter. Donc, on a plein de solutions pour faire de la segmentation de projets RAG. On n'est pas obligé de tout mettre dans un seul projet. On peut utiliser des systèmes de tags qui vont segmenter les documents. On peut utiliser plusieurs bases de données vectorielles aussi. Si c'est voulu, alors là, à ce moment-là, ça va dépendre en fait du type de LLM qu'on va utiliser. Parce que si c'est voulu, les données, les chunks vont remonter normalement, a priori. Donc peut-être qu'il va falloir augmenter le nombre de chunks qu'on va devoir remonter si c'est des données qui sont enfin, si c'est la typologie du projet qui le veut. Et après, c'est le LLM qui fait la restitution à l'utilisateur, qui va générer la réponse. Ben lui, il va falloir l'évaluer sur cette capacité à faire cette synthèse. Et ça, donc peut-être là, ça va nécessiter de déployer un LLM qui sera un peu plus costaud, un peu plus cher aussi, forcément, que un LLM standard classique qui pourrait être utilisé. Voilà. Donc je ne réponds pas complètement à la question, mais en fait, faut vraiment regarder au cas par cas et faire des tests sur un périmètre connu, maîtrisé, pour qu'on puisse après évaluer la pertinence et la bonne stratégie appliquée de la segmentation d'un côté et du type de LLM qu'on serait amené à solliciter derrière. Ok, d'accord. Très bien. Merci. Merci. Donc oui, on a un peu dérapé en termes de temps, navré, mais c'est très bien parce que pour le coup, on a pu échanger et répondre à vos questions, en tout cas on l'espère. N'hésitez pas, voilà, si vous avez un projet en cours, si vous avez des idées que vous voulez évaluer, s'il y a des choses auxquelles on n'a pas complètement répondu ce matin, il y en a certainement, n'hésitez pas, voilà, on sera ravis encore une fois d'échanger dans une session dédiée. On se rendra disponible, Yann et moi. Nos agendas sont ouverts. Je vous partage d'ailleurs nos adresses mail que vous avez de toute façon dans le Teams. Donc, n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup pour votre temps, pour vos questions, pour votre attention ce matin. On était ravis de vous avoir. Et on vous dit donc à très bientôt. Merci, c'était très intéressant. Au revoir. Merci. Merci à vous, Merci c'était beaucoup. super. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Pascal, je vous le partage sans faute. Merci beaucoup. Et voilà, je me joins au concert de louange. C'était très, très, très intéressant et au très bon niveau technique, à nouveau pour moi, parce que j'ai eu l'impression de tout comprendre. Donc, vous avez réussi un exploit. Merci beaucoup. Très bonne Merci. journée. Bonne soirée. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.